envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vendredi 6 mai 2022, chers internautes de Guérit TV Monde, bonsoir et merci de prendre une fois encore ce rendez-vous de votre émission Les Grandes Contradictions. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Nous sommes encore là. Nous sommes là. tel que vous êtes habillé là, je dirais que vous êtes venu à la guerre. C'est la trahison. Vous vous êtes entendu pour vous mettre un bouba local là. Bon, je me suis au moins entendu avec vous pour qu'on soit en blanc. Voilà, c'est toujours la bonne humeur sur Guérit TV Monde. On va démarrer avec le premier sujet. Le sujet qui concerne d'ailleurs notre profession, Gaspard Adjamossi, liberté de la presse au Bénin. Le Bénin continue de dégringoler. Oui, vraiment. Bon, c'est vrai, le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Et vous savez, entre-temps, on faisait cette célébration avec une certaine verve, dans une certaine ambiance. Et en dehors de cela, on se vantait d'être les premiers sur le plan africain en matière de liberté de la presse et d'être parmi les plus cotés au monde en matière de liberté de presse. Mais malheureusement, depuis quelques années, le Bénin ne cesse de chuter, de dégringoler. Et cette fois-ci encore, on n'a pas fait exception à la règle puisqu'on a perdu environ 7 places au plan mondial. Nous sommes pratiquement parmi les derniers de la classe. Je pense que ça ne laisse pas une bonne image de notre pays. La faute est à qui, le Bénin, bon, si la faute est à qui? La faute est à nous tous. La faute est aux professionnels que nous sommes. La faute est aux dirigeants. La faute est à tout un chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, nous exerçons la profession comme cela se doit? Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions qui sont créées pour l'exercice de la profession sont les meilleures? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises de presse sont comme il faut dans le pays? Je crois que c'est des éléments qui nous permettent, n'est-ce pas, avant, quand le classement venait, bon, il y a quelques années en tout cas, on contestait, on avait toujours des réactions pour dire non, que pourquoi le Bénin, quand on était meilleur, on s'en vantait. Mais maintenant que nous tenons pratiquement la queue. Mais je pense qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent l'expliquer. Par exemple, certains ont estimé par exemple que des journalistes avaient été inquiétés alors qu'ils voulaient investiguer par rapport au terrorisme dans le nord du Bénin. Voilà l'une des situations par exemple. Et les gens estiment aujourd'hui que la presse n'est pas totalement libre au Bénin. De toutes les façons, en tant que professionnel, moi j'estime que moi je suis libre d'exercer ma profession, d'autant plus que personne ne me dicte la ligne éditoriale de l'organe dans lequel j'exerce. Mais malheureusement, les conditions matérielles et financières ne sont pas ce qu'il faut. Donc, la liberté n'est pas totale. Il y a quand même une entrave économique qui empêche aujourd'hui la presse de jouir pleinement de cette liberté-là. Merci Gaspard Adjamossi. Achille Wusso, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Oui, mais on peut dire que par rapport à ce classement de Reporters sans frontières, on pouvait donc s'inquiéter que le Bénin occupe un pareil rang aujourd'hui, surtout que par le passé, comme l'a rappelé tout à l'heure Gaspard, nous avons eu les lauriers, hein, on nous dressait les lauriers par rapport à l'environnement d'exercice du métier de journalisme en Afrique.
Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, il va falloir effectivement que chacun s'interroge, et ceci à tous les niveaux, que les acteurs des médias que nous sommes, que nous penchions véritablement sur les préoccupations urgentes qui minent notre profession, et que aussi les dirigeants, en ce qui les concerne, jouent leur partition pour l'effectivité d'une presse véritablement libre dans notre pays. On pouvait dire que tout de suite, on veut faire porter la responsabilité donc, de ce qui se passe aux dirigeants. Mais je dis que nous devrions faire un bilan objectif, et le bilan devrait nous amener donc à situer les responsabilités à tous les niveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport aux tests, même s'il faut incriminer un certain nombre de tests dans notre pays, il faut quand même que nous nous demandions si nous-mêmes nous exerçons notre profession en respectant les tests que le pays s'est donné. Il s'agit de ça. Il s'agit aussi de ce que tout le monde se cache derrière ce nom galvaudé aujourd'hui de journaliste pour écrire de n'importe quoi. On ne veut rien respecter. Alors, il faut que nous commencions par faire, qu'on appelle, par nous remettre en cause nous-mêmes, par faire le ménage par notre maison avant donc de situer la responsabilité qui serait celle de l'État ou des gouvernants par rapport aux conditions d'exercice de la presse aujourd'hui. Je voudrais quand même que d'ici à l'an 2023, le 3 mai 2023, qu'on constate véritablement qu'à tous les niveaux que nous avons travaillé à améliorer substantiellement les conditions d'exercice de la presse dans notre pays, et que nous retrouvions notre place de gloire d'antan. Que pensez-vous alors de ce mythisme des fêtières? Ah oui, mais c'est ça ce qui inquiète, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai dit qu'il faut situer la responsabilité à tous les niveaux. Oui, la fêtière, on ne dira pas qu'elle a eu un mythisme total. La fêtière est sortie, mais c'est à croire que les préoccupations qui sont celles des journalistes, les préoccupations liées aux conditions d'exercice de la presse qui font aujourd'hui que dans le classement nous dégringolons, ces conditions-là, j'allais dire, n'ont pas plus intéressé la fêtière, qui parle plutôt des réformes dans les tests, des croisements des tests par rapport aux différentes organisations. Bon, est-ce que ça suffit pour que nous ayons un environnement adéquat pour l'exercice de la profession? Bon, peut-être que c'est un pas, mais il va falloir quand même que nous posions le débat de façon adéquate, et que sans langue de bois, et nous regardions nous regardions en face, et que nous disions les vérités. Gaspard Adjamossi, vous êtes quand même, vous maîtrisez mieux le système. il est la fêtière. Au moins ancien membre de l'ODEM, je crois. Président du REJAP. Du REJAP, président et autres. Donc, il a un palmarès, hein? Ah oui, oui. Il y a une bibliothèque. Bon, déjà, que je vous précise, parce que j'ai bien envie de le préciser tout le temps, le réseau des journalistes accrédités au Parlement existe bel et bien. Beaucoup s'interrogent par rapport à ça. Je crois que nous sommes là. C'est vrai qu'on n'a plus les moyens de commémorer le 3 mai comme on le faisait par le passé, mais chaque chose en son temps. Je pense que le 3 mai 2023, le REJAP sera de la partie et célébrera comme cela se doit cette fête-là. C'est des instants de réflexion et d'activité. Vous savez, aucune situation n'est éternelle, hein, ça il faut le dire. Maintenant, quand vous parlez des associations des fêtières, bon, elles font ce qu'elles peuvent. Hein. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus pratiquement de subventions. Si vous vous rendez à la maison des médias, à Guédiawaye, vous allez constater que la maison est dans une situation tristement délabrée. Et vous allez constater aussi
au niveau du fonctionnement des associations que ce n'est plus comme avant. Parce que justement, le nerf de la guerre manque. Et pour que ces associations fonctionnent, bien sûr, il faut qu'on cotise. Il faut des moyens, il faut qu'on cotise. Nous, professionnels, ne cotisent pas. Les organes ne cotisent pas. L'ODEM, le tribunal des pairs, aujourd'hui, dans une situation que je n'ose même pas qualifier. De crise en crise, on a juste un bureau, je dirais... Provisoire. Façade. Oui, provisoire qui est là. Et voilà une structure qui devait auto-réguler. Mais malheureusement, elle est pratiquement inexistante. Maintenant, quand vous prenez l'Union des professionnels des médias du Bénin et le Conseil national du patronat de la presse, je viens de le dire, il y a pratiquement plus de moyens, il n'y a plus de subventions et c'est difficilement que ces associations-là fonctionnent. Donc, il y a beaucoup. Les responsabilités, comme je l'ai dit tantôt, sont de plusieurs ordres. Sans moyens, que voulez-vous que cela fasse? Et aujourd'hui, tel que la profession s'exerce, c'est un peu comme, je dirais, c'est le métier le plus ouvert du monde actuellement au Bénin. Et chacun se lève et se dit journaliste sans niveau, sans rien. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, et aujourd'hui, tout le monde, tous ceux qui sont capables d'écrire 2 ou 3 phrases plus ou moins correctes en français, écrivent sur les réseaux sociaux et s'improvisent professionnels des médias aux journalistes. Et le code du numérique aidant aussi, on confond pratiquement tout le monde, on confond le journaliste, on confond l'influenceur sur les réseaux sociaux, on confond et tout le monde se dit journaliste. Donc les conditions sont ce qu'elles sont et malheureusement, et ça ne permet pas à notre profession, ça ne nous permet pas en tant que professionnels de nous épanouir et ça ne permet pas également, c'est vrai les gens vous diront, il y a la pluralité, hein, il y a une multitude de télévision, parce que quand nous disons ce qui n'est pas bon, il faut qu'on dise aussi ce qui va bien. Il y a une multitude de journaux, il y a une multitude de radios et télévisions. Je crois qu'on a encore accordé des fréquences récemment. Et aujourd'hui, l'avancée, c'est qu'au moins, les web TV et autres sont en train d'être autorisés, sont en train d'être cadrés. Donc, je crois que sur ces aspects-là aussi, nous avançons. Il y a la pluralité, il y a tout ça là. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer, parfaire ce qui se fait. Merci beaucoup à vous. Le deuxième sujet à présent, rencontre avec le médiateur de la République, hein, Pascal Essou, votre cher ami. Le médiateur ne peut qu'être notre ami à tous. Le PRD et le RLC proposent une atténuation à la règle des 10%, Gaspard Diamossi. Non, bon, c'est déjà heureux, n'est-ce pas, que ces partis-là se soient présentés devant le médiateur de la République et que le médiateur ait reçu leurs différentes doléances. Vous savez, là, écoutez, la barre des 10%, c'est clair et c'est net que ça constitue quand même une barrière pour certains partis politiques. Et le fait de demander sa révision, bon, qu'on revoit certainement à la baisse. C'est quand même un grand parti politique. Bon, oui, le PRD ou bien était un grand parti politique, moi je n'en sais rien. Un grand parti oui, non, quand... Pourquoi vous dites que c'est un grand parti? Non, parce que, non, bon, c'est mon analyse personnelle. Hein. Vous dites que c'est bon, un grand parti politique, les 10% ne devaient pas être une barrière infranchissable pour un grand parti politique. Peut-être le PRD est la voix de ceux-là qui n'ont pas eu le courage de le dire devant le médiateur de la République, pourquoi pas? Non, nous saluons le PRD pour ce courage-là et d'avoir aussi... C'est quand même pertinent, je crois, cette proposition. Bon, moi, je ne sais pas si c'est pertinent ou pas. Écoutez, le PRD fait quand même partie, pour se répéter, des partis politiques qui nous ont amené cette règle des 10%. C'est quand même le président du PRD qui était président de l'Assemblée nationale quand cette affaire-là a été votée. Je n'ai pas souvenance que les députés... Il va falloir faire une différence ou alliance entre l'ancien président de l'Assemblée nationale et président du parti. Je n'ai pas souvenance que... Je me rappelle dans le temps, pour vous faire rire un peu, l'ancien maire de Ouida, Séverin Adouvi, il disait que le maire de Ouida soutient Sébastien Adjavo
Mais que Séverin Adomi n'a pas encore un candidat. N'a pas encore choisi. Je suis totalement d'accord avec vous pour faire cette séparation-là. Voilà, mais je n'ai pas souvenance qu'un député PRD ait voté contre cela, ni même que le président Adrien Ngwedi ait voté contre cette loi-là. Donc, je suppose qu'ils étaient... Non, personne n'avait... Il y avait un seul vote contre. Nous étions au Parlement. Le seul... Non, ça a été public, non. Le seul qui l'a fait, c'est le jeune député Restaurer l'espoir. C'est le seul à ne pas l'avoir fait en ce moment-là. Et justement, certains le qualifient d'ailleurs de prophète parce qu'en ce moment-là, il avertissait en disant que l'oiseau qui appelle la pluie, je crois que c'est quand même une phrase célèbre aujourd'hui au Bénin, qui sera le premier à être tapé, bien entendu, par cette pluie-là. Et je crois que il est un peu comme un prophète ou un devin actuellement quand nous évoquons cette question-là. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une barrière, je l'ai dit tantôt. Et comme le PRD a déjà fait l'expérience d'aller au communal avec ce chiffre des 10% et que ça n'a pas marché, je crois qu'ils sont dans leur bon droit de pouvoir demander à ce qu'on rabaisse un peu ce chiffre-là. Maintenant, bon, ce que nous pouvons qualifier aujourd'hui de grands partis politiques, parce qu'au moins eux, ils ont pu sortir leur épingle du jeu par rapport à cette question-là, c'est les forces Corée pour un Bénin émergent, c'est l'Union progressiste et c'est le bloc républicain. Est-ce qu'aujourd'hui ceux-là seront d'avis pour qu'on rabaisse, n'est-ce pas, ce taux-là? Là est toute la question. Achille Oussou. Oui. Je n'ai pas de question. Votre ancien parti, une délégation de votre ancien parti était face au médiateur de la République. La question des 10% préoccupe. Oui, et je voudrais d'abord dire à l'entame que nous nous sommes interrogés la dernière fois par rapport à la portée et à l'importance de l'initiative du médiateur de la République. Aujourd'hui, je crois que sans faire langue de bois, on peut dire que cette initiative a permis quand même de faire l'actualité et a permis aux partis politiques de lâcher des morceaux qui nous permettent de voir que même au sein de la mouvance, les partis politiques avaient quand même des préoccupations sérieuses par rapport aux élections à venir. Et le cas du PRD nous intéresse beaucoup plus. C'est le parti d'Irénée Agossa. Bon, Irénée Agossa, ça c'est l'opposition pure. Mais le PRD étant de la mouvance et soutenant intégralement les... Oui, mais il faut arrêter. Pardon, qu'est-ce que vous dites? Irénée Agossa, nous avons quand même parlé de sa démarche vers le porte-parole de... comment c'est ça, non? Le porte-parole de l'opposition. Paul Rouper, la dernière fois où il a bien proposé son marché de faire route avec lui, n'est-ce pas? Alors, mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le KPRD. Le KPRD, disons, qu'on ne le se cache pas, le PRD est un laboratoire. Le PRD est un creuset d'analyse et de réflexion. Et en tant que tel, je crois qu'on ne peut pas dénier cette initiative de réflexion au PRD. Et aujourd'hui, revenant sur la proposition des 10%, on pouvait dire que le PRD s'est fait le porte-voix des sans-voix. C'est un mal que pratiquement les autres partis, sauf le BR et l'UP, sont en train de craindre. Et le PRD a porté leur voix. Mais au-delà de cela, je crois que la démarche du PRD, ou cette déclaration liée à l'atténuation, comme vous l'avez dit, des 10%, devrait quand même susciter une certaine inquiétude. Inquiétude par rapport à ce ambitieux et judicieux projet de remontada du PRD, de la remobilisation des bases du parti. Le PRD avait donné l'impression, Maître Adrien Ngwedi avait lancé donc ce défi que le PRD va remobiliser ses bases et il se fera représenter quoi que cela coûterait au Parlement et
au travers des élections à venir. Mais cette déclaration, je crois que oui, qu'à 8 mois, je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le PRD en tant que laboratoire a certainement fait déjà son bilan par rapport à ce projet de remobilisation de ces bases et constaterait peut-être que ça ne porte pas encore, ça ne marche pas. Et je crois que c'est... Non, mais je dis... Mais quand j'ai dit que le PRD est un laboratoire d'analyse et de réflexion, vous n'avez pas dit non. Et quand je dis que le PRD à 8 mois devrait donc déjà faire son bilan par rapport à ce ambitieux projet de remontada, je ne sais pas pourquoi ça vous inquiète. C'est une lecture que nous sommes en train de faire. Et 10 ans, si aujourd'hui le parti dit qu'il faut atténuer le principe des 10%, ça devrait nous préoccuper. Et je crois que ce n'est pas bien pour les militants parce que ça vient semer un doute dans leur tête. Le doute que vraiment le parti n'arrive pas à se donner les moyens pour aller aux élections et les gagner. Non, je ne dis pas pour aller aux élections, mais surtout pour les gagner, pour se faire représenter à l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est une inquiétude de taille. Et sinon, que les responsables... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si vous avez lu la toile aujourd'hui par rapport à cette actualité. Merci à vous et à Achille Osso. Gaspard Adjamonsi, le PRD, encore le PRD. Oui, en fait, sur le sujet, moi j'ai un avis tranché. Et contrairement à mes habitudes, le fait que le PRD demande l'atténuation de ces 10% est pour moi un aveu d'impuissance et d'incapacité à pouvoir faire quelque chose de grand. Mais je le dis d'autant plus que quand le PRD mobilisait les militants, ils n'ont jamais dit, ils ont dit nous allons remonter, nous allons faire la remontada. Ce n'est pas comme le Real hier, hein. Nous allons faire la remontada. Et ils n'ont pas dit, attention, la condition, c'est qu'on rabaisse les 10%. Ils savaient qu'il y avait cette barre-là. Bon, certainement qu'ils font cette proposition-là pour se donner plus de chances de remonter, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai la faiblesse de croire qu'en disant nous voulons remonter, c'est qu'ils travaillent déjà en dessous, mais qu'ils ont déjà les éléments pour remonter et avec les 10% amener peut-être quelques wagons, un wagon de députés à l'Assemblée nationale. Mais malheureusement, quand j'écoute, j'espère que ça ne va pas faire un clic et démobiliser un peu les militants qui vont estimer, mais attention, c'est comme si on n'y croit pas trop et que les 10% sont pour nous un truc infranchissable. Je l'espère. Mais la démarche a un intérêt. Hein. La démarche a un intérêt parce que on ne sait pas encore comment on appelle, on ne sait pas encore pourquoi le médiateur de la République a initié ces rencontres avec les partis politiques. Peut-être que qu'on appelle l'appel du PRD, la demande du PRD recevrait un avis favorable. Ce qui est sûr, les partis politiques feront le débat et la loi va retourner certainement à l'Assemblée nationale. Mais l'autre crainte, c'est le temps qui nous sépare des élections parce qu'il y a un délai dans lequel on ne peut plus retoucher aux lois électorales. Et ça, là, c'est connu. Est-ce qu'en posant le problème maintenant, il y a encore possibilité que les tests soient vraiment retouchés, qu'on retouche à ce principe-là pour permettre, donc, pour accorder une suite favorable à cette demande du PRD? Bon, ce qui est sûr, le médiateur de la République a de la matière maintenant, puisque c'est lui qui a pris l'initiative de rencontrer les partis politiques. Les jours à venir nous permettront certainement d'en savoir un peu plus sur la suite réservée à cette demande. On reste toujours au PRD et Gaspard Adjamonsi pour parler de Massime Agosouver, un acteur politique, un syndicaliste. Il doit être de la commune de Dango, je crois. Oui, et il est de la commune. Est-ce qu'il a quand même une foule derrière lui, ou bien on va demander d'avoir c'est son ancien parti. Vous avez oublié de dire que, comme
la formule consacrée que M. Agosouvé l'a mis. Elle l'a mis. Effectivement, merci beaucoup. Oui, votre ami personnel. Ça veut dire que c'est lui qui peut nous dire quelle est la foule qui draine des vies. Oui. Est-ce qu'il arrive à drainer une foule dans cette localité? Est-ce que la remontada est en marche? C'est certainement l'un des éléments clés de cette remontada, l'un des éléments clés de cette remontada. Non, écoutez, et quand nous parlons de M. Maxime Agosouvé, c'est d'abord un enseignant, c'est un syndicaliste depuis plusieurs années, donc il a déjà une certaine expérience et il a déjà une masse assez importante d'enseignants qui l'entourent déjà. Et ensuite, c'est également un ancien en politique, hein, il n'est pas si jeune que ça. Il a fait son chemin. Je crois qu'il doit être même le coordonnateur du PRD dans la vallée. Dans la 20e. Dans la vallée de l'Ouémé. Et je crois que dans le cadre de cette élection, de cette échéance qui s'approche, il mène un certain nombre d'activités. Il a déjà tenu plusieurs séances et il a reçu un fort soutien des enseignants. Et en dehors de ça, il a aussi pris son bâton de pèlerin en incitant ceux qui ne l'ont pas encore fait à aller s'inscrire au RAVIP. Vous voyez, donc il met la plupart des éléments dans sa gibecière afin de pouvoir faire un score plus qu'honorable lors des prochaines échéances électorales si d'aventure il arrivait à être positionné. De toutes les façons, il fait un travail. Il doit être au milieu des barons et autres. N'oubliez pas, la 20e, c'est d'abord Michel Baron. Hein. Oui, bon, c'est ce qu'il fait que moi je veux dire ce qu'il fait. Et maintenant, le positionnement, c'est une affaire du parti. Et vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se le cache. Il y a comme un vent de rajeunissement qui va souffler sur les prochaines législatives. Et le PRD n'a pas seulement à courir pour aller réduire les 10%. Le PRD a intérêt à faire confiance à la jeunesse dynamique pour pouvoir, n'est-ce pas, à du sang neuf, à des gens qui peuvent véritablement mouiller. Et les maillots, je crois que Maxime Agosouvé fait partie de ceux-là. Je ne dénie pas au Baobab Michel Baron également. Sa force sur le terrain. On dit souvent que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il faut également que les anciens, n'est-ce pas, donnent la main aux plus jeunes pour que les choses puissent aller de l'avant. Achille Oussou, l'ami de mon ami est mon ami. Ah oui, c'est vrai. On ne va pas se le cacher aussi. On ne va pas se le cacher. Mais il faut dire, monsieur Maxime Agosouvé, en tant que d'abord enseignant et en tant que syndicaliste, est un homme de foule. Un homme de foule, un homme de terrain. C'est déjà sa première force. Sa première force, c'est qu'aujourd'hui, un enseignant, et c'est celui qui a formé plusieurs générations. Génération de jeunes cadres, mais génération également en termes d'enseignants. Parce que à voir son rang, c'est sûr que des enseignants sont passés par ses mains pour leur professionnalisation. Et syndicaliste, c'est quelqu'un qui peut tenir, qui sait tenir la foule. Et en matière politique, je crois que il faut avoir du syndicalisme aussi dans le sang. Et donc, en tant que tel, il faut dire que c'est un pignon, c'est un élément sur lequel le PRD peut bien compter pour arriver non seulement à faire la remontada, mais aussi à tenir le terrain, à faire la compétition et à espérer que dans cette compétition-là, il peut enlever des députés dans la 20e circonscription électorale et surtout dans la commune de Dangbo. Il faut aussi souligner que Agosouvé, au PRD, c'est aussi la fidélité. Qu'on le veuille ou non, il a traversé monts et vallées avec le parti politique. Il serait quand même de bon ton qu'à quelqu'un comme ça, on lui reconnaisse sa valeur, qu'on reconnaisse son militantisme, on lui reconnaisse aussi sa fidélité. Peut-être que, comme l'a dit tout à l'heure Gaspard Diamossi, le vent de la jeunesse qui doit
qui souffle déjà sur les partis de la mouvance peut peut-être inspirer le Parti du Renouveau démocratique. Oui, de un parti de la mouvance. Pardon? De un parti de la mouvance. D'accord. Quand ça vient, c'est suffisamment grave. Mais attention. Oui, nous parlons d'un certain Michel Baou. Oui, si le vent du rajeunissement devait souffler, il va falloir que des baobabs aussi comme ça dont on parle, des baobabs ou des barons, comment vous les appelez, je ne sais pas. N'oubliez pas que Michel Baron a même dit sur cette émission qu'il est jeune. Pardon? Il a dit la jeunesse, c'est un état d'esprit. D'accord, oui, on le concède ça, seulement qu'on l'a vu sur le plancher durant des décennies. Et il va falloir quand même qu'il passe le relais aux plus jeunes et qu'il leur montre le chemin. Vous voulez l'enterrer? Non, pas au contraire, nous voulons l'aider à sortir par la grande porte. Non, évidemment, que le Agosouvet soit positionné ou soit promu, ce n'est pas contre Baon. Hein. Je pense que les deux peuvent aller de pair. Agosouvet n'inquiète nullement Baon. Je crois que chacun fera. Non, oui, et surtout qu'il n'est pas de Misrete et qu'il est de Dangbo. Bon, c'est toujours la 20e. Oui, la 20e, mais bon, chaque commune devrait quand même avoir son candidat sur la liste. Nous allons parler d'un autre sujet à présent, le 4e d'ailleurs, direction commune d'Avrancourt, Gaspard Diamossi, autorité de régulation des marchés publics, la PMP d'Avrancourt et le DDCMP ou les plateaux sont traités de marchés de commandes publiques. Au fait, je ne sais pas quel est et ce mauvais vent-là qui souffle sur les personnes responsables des marchés publics dans l'ONE. J'ai comme l'impression qu'il y a un problème. Même si Jean-Claude Aloukou a été mangé cru, j'espère qu'eux aussi... Non, en plus, Jean-Claude Aloukou n'est plus la personne responsable des marchés publics. Il a été remplacé. Je crois que dans le dossier Jean-Claude Aloukou, il a été également question de la personne responsable des marchés publics au niveau de l'OME, justement. Et je crois que c'est ce dernier qui est également épinglé avec la personne responsable des marchés publics d'Avrancourt. C'est vrai qu'on peut se donner le temps de fouiller davantage ce dossier-là, mais on a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau des marchés passés dans l'OME et le plateau. C'est vrai que l'histoire de la préfecture n'a pas encore livré tous ses secrets. Hein. Malheureusement, il y a encore Avrancourt qui tombe dedans. Je ne sais pas c'est le tour de quelle commune prochainement, on n'en sait rien. Je crois que je ne sais pas comment les gens sont sélectionnés, comment les gens sont nommés, mais peut-être que le problème se situe au niveau de l'autorité. Je n'en sais rien. On aura le temps évidemment, on aura le temps de mieux faire le débat. Absolument. Mais il y a de quoi être inquiété par cette situation. Chaque fois, c'est affaire de passation de marché public par-ci, par-là, dans le département. Oui, mais j'ai pris quand même la peine de lire un peu les raisons qui ont amené, qui ont conduit à interdire la personne responsable des marchés publics de la commune d'Avrancourt à être retiré de la commande publique pour 5 ans. Et j'ai lu qu'il a reconnu les faits qui lui sont reprochés, entre autres, qu'on appelle le non-respect de la procédure en matière de passation des marchés. Et bon, si tel est le cas, force doit rester à la loi. Il y a une deuxième personne qui a mangé cru. Pardon? si tel est le cas, si tel est le cas, force doit rester à la loi. Et je crois que ça va donner peut-être de leçons à ceux qui restent. Et l'autorité de régulation des marchés publics,
en agissant ainsi, nous montre quand même qu'elle veille au grain. Et c'est ce qu'on pouvait souhaiter. Je crois que ce n'est pas fait de mauvaise foi, puisque les faits incriminés ont été exposés et les personnes responsables des marchés publics, en tout cas, la personne responsable des marchés publics en ce qui concerne la commune d'Avrancourt a été approchée, a été écoutée pour une contradiction des versions. Et puisque la vérité a été révélée, a été établie, il a reconnu ses faits, il a reconnu son tort dans cette affaire-là, ce serait tant mieux. Seulement que ça inquiète quand même qu'on dise que c'est l'ouémé tout le temps. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est caché derrière tout ça? On va prier les personnes responsables des marchés publics au niveau des communes de l'ouémé et du plateau, pourquoi pas, à respecter l'orthodoxie en la matière, pour qu'on ne laisse pas une mauvaise image à nos deux départements. Vous avez bien fait de dire plateau, parce qu'en temps, il y avait Poubelle aussi. Voilà, Djawere, exactement. Le dernier sujet pour terminer très rapidement, je reste toujours avec vous, Achille Ossou. Prudentiaux, depuis quelque temps, en tant que présidente de l'Institut national de la femme, fait le tour des institutions. Et vous êtes content. Vous le dites avec un sourire qui me... Ça dérange? Pardon? Ça vous dérange? Non, ça ne dérange pas. Ah, oui. Comment vous voyez cette ça me met plutôt plus à l'aise pour en parler. Et donc, non, je crois que vous êtes tourné vers moi, mais j'avais pensé que vous allez me dire que, bon, ce que j'avais reproché à Madame Prudentiaux dans l'exercice de ces nouvelles fonctions, qu'aujourd'hui, est-ce que je la vois donc très dynamique, très active sur le terrain, c'est ce qu'on pouvait souhaiter. Ce qu'on pouvait souhaiter, c'est que Madame Prudentiaux donne un nom, en fait, colle son image à cet institut qu'on lui a confié. Elle est la première qui le dirige, et il faut que, en le laissant un jour, qu'on sente quand même que quelqu'un a pris par là. Et donc, elle a de la matière. Le terrain est vierge. Et en tant que tel, je souhaiterais qu'elle travaille vraiment à occuper l'espace public, à tenir, à tenir la dragée haute, à montrer qu'elle est à la hauteur de la tâche, de la confiance que le chef de l'État lui a placée, et à faire en sorte que sous elle, que les conditions de la femme ou bien du genre, c'est ça, non, changent définitivement au Bénin, qu'on appelle l'ambition que le président Patrice Talon porte pour les femmes dans son PAG, qu'elle arrive donc à faire traduire ces ambitions dans les réalités. Gaston Adjamossi, Claudine Prudentiaux. Oui, la présidente de l'Institut national de la femme a entamé, je dirais, une tournée des institutions depuis quelques semaines. La Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social, l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Elle fait le tour des institutions. Je crois que on ne peut que saluer une telle initiative de la présidente Claudine Prudentiaux. Et d'autant plus que c'est un peu comme une ambassadrice. Et elle essaie d'avoir ces institutions avec elle dans le combat, ce qui est un combat de longue haleine qu'elle veut mener pour l'épanouissement, je dirais, de la fille, de la mère et de l'enfance. Je crois que c'est une très bonne initiative, ce qu'elle fait à chacune des étapes. Je crois qu'elle décline quelque peu ses ambitions, son agenda, et ça permet aux Béninois de comprendre qu'il y a quand même une pareille structure qui existe. Et je crois que ça permettra également de nous sensibiliser. Nous, je ne sais pas si j'en suis un, nous les hommes, les machos, qui pensons que les femmes doivent rester à la maison et que les femmes n'ont pas de droits et autres. Je crois que c'est une bonne chose et elle prend très bien la mission à lui confier par le chef de l'État, et je crois que c'est comme ça qu'elle gagnera son combat à la tête de cette structure. Moi, de toutes les façons, je lui adresse mes chaleureuses félicitations. Je lui souhaite plein succès dans son périple et dans son combat pour obtenir beaucoup de choses pour la femme béninoise.
Merci à vous, Gaspard Diamossi. Nous sommes à la fin de l'émission de ce vendredi. Votre conclusion? Bon, je vous remercie déjà pour ce plateau qui nous permet chaque vendredi, n'est-ce pas, de décortiquer l'actualité dans toutes ses dimensions. Et bien entendu, nous remercions ceux qui font l'actualité. Merci à ceux-là. Qui font l'actualité qui nous permettent, et aujourd'hui particulièrement au PRD. Au PRD, Maxime Agosouvet, le parti également, le président Chio. Voilà, merci à tous ceux-là. Sans oublier Irène Agossa. Ils sont partis RLC. Oui, bon, sauf que je ne me suis pas prononcé sur ce parti-là. Merci beaucoup, Gaspard Diamossi. À vendredi prochain, c'était. Tout à fait, à vendredi prochain. Achille Osso. Oui, mais mon dernier mot, pour mon dernier mot, je me tournerai encore vers Madame Claudine Prudencio pour souhaiter que nous revenions sur cette tournée-là et que peut-être, je crois que Guéri TV sera peut-être de cette tournée pour nous permettre de faire le point de tout ce qu'elle aura eu à faire avec ces institutions et pour donc nous permettre aussi d'avoir de la matière pour décortiquer cette mission qu'elle s'est assignée dans le cadre de la confiance que le chef de l'État a placée en elle. Ce qui est sûr, nous voudrions quand même que cette tournée-là donne du concret, qu'elle ne soit pas une tournée pour tourner. Oui, mais que bon, je crois quand même que Guéri TV nous permettra d'avoir l'information. Vous revenez chaque fois sur Guéri TV. Mais puisque c'est vous qui nous donnez l'information. Merci à vous et à vendredi prochain. Merci, à vendredi et nous souhaitons bon week-end à tous les amis de Guéri TV et surtout à ce plateau, les grandes contradictions. Merci à vous, Achille Osso, merci, Gaspard Diamossi, merci. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce vendredi. Merci à Alphonse Boton, le réalisateur maison, sans oublier Roméo qui est resté sur les caméras, Kabiro Adjadi, Evelyne Dessou, Fauzia Tsefour. Mesdames et messieurs, à vendredi prochain.